Aujourd'hui, il y a en fait un tournant énorme qui est en train de se passer grâce à ces technologies-là. Les gens vont pouvoir créer des espèces. C'est un truc complètement fou. C'est une révolution qui va secouer la planète dans une profondeur dont on n'a même pas idée. Un exemple serait d'utiliser la technologie CRISPR pour créer des virus qui pourraient couper, modifier, éteindre ou activer un gène et de ce fait affecter une fonction cellulaire importante. Les services de renseignement surveillent discrètement les étudiants, les doctorants qui seraient susceptibles de développer des compétences qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une dérive terroriste. Pour avoir transformé un mécanisme naturel immunitaire en technologie performante de modification du génome, ce qui ouvre de grandes perspectives pour la médecine. Le prix de l'innovation est décerné à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Vous avez peut-être reconnu la voix de l'actrice Cameron Diaz, c'était le 19 mars 2015. Elle remet un prix à l'américaine Jennifer Doudna et à la française Emmanuel Charpentier, deux chercheuses qui viennent de faire une découverte qui va révolutionner le monde. Pour le meilleur, mais peut-être aussi, on va le voir, pour le pire. Alors cette découverte porte un nom assez barbare, CRISPR-Cas9, Cas9 en français. On appelle aussi ça l'édition de génome. Alors expliquez-nous Sylvain Tronchet, CRISPR, qu'est-ce que c'est exactement ? Il y a une image très simple qu'on utilise souvent, ce sont des ciseaux à découper l'ADN. Ils permettent de venir bricoler dans notre patrimoine génétique avec une incroyable précision, jamais vue jusque-là. Mais qu'est-ce que ça change ? Parce que les manipulations génétiques, c'est pas vraiment nouveau. Hein. Oui, mais ce qui était long, fastidieux, aléatoire, très cher, est devenu soudainement simple, incroyablement précis et très bon marché. Avec CRISPR, on peut viser une séquence de l'ADN de n'importe quel organisme vivant et choisir couper un gène dont on soupçonne qu'il soit responsable d'une maladie, par exemple, le remplacer ou modifier ses effets. C'est le couteau suisse des généticiens. Oui, donc, on pourrait donc guérir des maladies, mais ça ouvre, Sylvain, en fait, beaucoup d'autres perspectives. On n'imagine même pas les effets de cet outil sur l'ensemble du vivant. Ces nouvelles techniques vont tout simplement changer le monde tel que nous le connaissons. Pour André Choulika, c'est le créateur de Selectis, l'une des entreprises françaises les plus avancées en la matière. C'est un truc complètement fou. C'est une révolution qui va secouer la planète dans une profondeur dont on n'a même pas idée. Aujourd'hui, il y a en fait un tournant énorme qui est en train de se passer grâce à ces technologies-là. Les gens vont pouvoir designer des génomes, créer des espèces. Créer des espèces, c'est-à-dire ? Un exemple, avec CRISPR, un généticien américain renommé affirme qu'il pourra, dans quelques années, faire revivre un mammouth laineux, une espèce qui a disparu il y a 4000 ans. Les Chinois ont créé des beagles 2 fois plus costauds que la moyenne. Ils ont aussi créé des mini-cochons. On a même créé des vaches laitières sans cornes en leur introduisant le gène qui fait que certaines espèces n'en ont pas. Bon, mais dites-moi, si on peut transformer ainsi, parce que c'est ça, des animaux, est-ce qu'on ne peut pas aussi le faire sur l'homme ? Eh bien, effectivement, on peut tout imaginer, et c'est ce que disait récemment lors d'une conférence Jennifer Doudna, la co-découvreuse de CRISPR. Imaginez que nous puissions modifier des êtres humains qui auraient des caractéristiques améliorées, des os plus solides, moins sujets aux maladies cardiovasculaires, ou des caractéristiques plus valorisantes en changeant la couleur de leurs yeux ou en les rendant plus grands. À l'heure actuelle, l'état des connaissances ne permet pas de savoir quels gènes agissent sur ces caractéristiques. Mais il est important de savoir que la technologie CRISPR nous offre un outil qui nous permettra de réaliser ce genre de mutation. Cette course-là, c'est la nouvelle conquête de la Lune. Et ce n'est pas qu'une image. Toute la question maintenant, c'est de savoir qui aura la propriété des brevets de CRISPR. Parce que si un laboratoire de recherche met au point un traitement grâce à CRISPR, celui qui les détiendra pourra venir lui demander des royalties. Oui, donc des millions de dollars, si ce n'est des milliards d'ailleurs. Des sommes astronomiques sont déjà investies. Écoutez ce qu'en dit Cécile Chevret, une journaliste spécialisée dans les sociétés qui travaillent sur les biotechnologies, les biotech, comme on dit. C'est des millions de dollars qui sont mis sur la table, sur les levées de fonds, qui se font par tour de table. Quand une biotech démarre, elle va avoir un premier cercle d'investisseurs qui mettent des millions sur la table. Et puis ensuite, il y a souvent plusieurs tours de table, 2, 3,
avant d'envisager une véritable introduction en bourse. Par exemple, Editas, qui est une des sociétés, une des biotech concernées, avait déjà récolté plusieurs centaines de millions de dollars avant même de rentrer sur le marché boursier en tant que tel. Et au moment de l'introduction en bourse, ils ont levé à peu près 95 millions de dollars en un jour. C'est énorme. Monsanto a obtenu un accord de licence du Broad Institute, qui est un des détenteurs potentiels des brevets CRISPR, pour utiliser la technologie CRISPR sur le végétal. Bon, alors on a vu que CRISPR permet des choses incroyables, qui vont de la guérison de certaines maladies génétiques à la recréation d'espèces. On a vu qu'il y avait une course au brevet, avec des millions ou des milliards à la clé, et un débat sur l'apparition de nouveaux types d'OGM. Alors on va voir maintenant que cette nouvelle technologie, elle ouvre aussi des perspectives beaucoup plus inquiétantes, parce que à jouer avec le vivant, Sylvain Tronchet, on joue aussi avec le feu. La modification génétique, elle se transmet à la descendance ? Chez certains animaux, oui, on sait déjà le faire. Ah, chez certains animaux et chez l'homme donc ? Cela fait partie des choses qui pourraient devenir possibles, en théorie. Provoquer des mutations génétiques que l'on pourrait transmettre à nos enfants, qui eux-mêmes les transmettraient. Et cela pose un vrai problème pour le professeur Alain Fischer de l'Institut des maladies génétiques Imagine. Ça pose des questions éthiques majeures. Est-ce que nous avons le droit, nous, de donc modifier le génome d'individus qui naîtront dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans ? Est-ce qu'on, sans le savoir, est-ce qu'on ne prend pas comme un risque de modifier le patrimoine génétique germinal, donc qui est transmis à la descendance, autrement dit, d'une certaine façon, toucher au patrimoine génétique de l'homme ? Donc je pense que ça pose un problème éthique absolument fondamental, pour moi rédhibitoire. À un titre personnel, je suis absolument défavorable. Il y est défavorable, d'accord, mais qu'est-ce qui empêche de le faire quand même, Sylvain ? D'abord une difficulté technique. Pour qu'une mutation génétique soit transmissible, il faut qu'elle soit faite au stade de l'embryon, sinon elle ne se transmet pas. Oui, mais travailler, faire de la recherche sur des embryons, c'est interdit, ça, non ? En France, oui, on a signé une convention qui interdit ce genre d'expérience. Mais la Chine, par exemple, elle ne l'a pas ratifiée. Et d'ailleurs, 2 équipes chinoises ont déjà utilisé CRISPR sur des embryons. Ça ne choque personne, ça ? Si, l'annonce a indigné pas mal de monde, mais précisons que ces embryons étaient non viables. À chaque fois, il n'était donc pas question de produire des bébés OGM. En tout cas, il y a là un vrai débat, comme l'explique Catherine Bourguin, généticienne et présidente de l'association Sciences Citoyennes. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent d'accord, on ne va pas modifier l'humain pour faire des humains modifiés, mais laissez-nous le droit de faire de la recherche sur l'embryon en utilisant CRISPR, parce que ça nous permettra de comprendre des choses sur le développement de l'embryon, d'améliorer par exemple la fécondation in vitro, etc. Mais là, il y a un vrai enjeu qui est peut-on, doit-on autoriser la recherche, quelle que soit la finalité, sur l'embryon ? Moi, personnellement, je suis très mal à l'aise avec cette idée, parce que il me semble que c'est commencer à rentrer dans une mécanique qu'on a beaucoup de mal à contrôler une fois qu'elle est lancée. Non, et même la co-découvreuse de CRISPR, Jennifer Doudna, se demande si on ne va pas un peu trop vite. Et ce qui l'a alerté, ce sont les recherches d'un étudiant, un doctorant aux États-Unis. Il a modifié un virus, il l'a fait respirer à des souris et cela leur a provoqué un cancer du poumon. Quand elle en a eu connaissance, Jennifer Doudna a été littéralement effrayée, parce que une toute petite erreur de conception aurait pu rendre ce virus nocif pour l'homme. Du coup, Jennifer Doudna tente maintenant de freiner les ardeurs de ses collègues. Il y a de nombreuses questions éthiques que nous devons considérer avec attention. C'est pourquoi, avec mes collègues, nous appelons à une pause globale de toutes les utilisations de la technologie CRISPR sur les embryons humains, le temps que nous puissions en mesurer toutes les implications. Des apprentis sorciers utilisent déjà CRISPR hors des laboratoires. Et on va voir que les menaces sont considérables. Mais avant cela, intéressons-nous aux bricoleurs de génomes les plus sympathiques. Et tout d'abord, écoutons cette publicité que l'on peut trouver sur Internet. We are offering 2 different CRISPR experimental kits. So now the question is, if you had access to cutting-edge synthetic biology tools, what would you create? C'est un spot de pub qui présente donc des kits CRISPR vendus $150 par correspondance et qui dit à la fin, si vous aviez accès à un outil de pointe de biologie synthétique, qu'allez-vous créer ? Alors, les biohackers, comme on les appelle, répondent qu'ils ont des codes éthiques. Pas de travail sur l'homme, pas d'expérience sur des agents pathogènes. Mais comment être sûr que tout le monde respecte ces codes ? Et c'est bien ce qui inquiète les services de sécurité. Le premier a tiré le signal d'alarme. Il y a 1 an, a été un officiel américain. Et pas n'importe lequel,
C'est ce que m'a raconté Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. James Clapper, qui était le directeur de l'ensemble des services de renseignement américains, qui donc traditionnellement au mois de février publie un rapport sur l'état de la menace contre les États-Unis, a annoncé que l'édition de gènes devait figurer parmi les menaces d'armes de destruction massive pour les États-Unis. Et donc il y a eu effectivement un petit choc, mais évidemment avec la généralisation de ces techniques d'édition de gènes, je pense qu'on va vers des temps où ce débat sera encore plus aigu. Attendez, j'ai bien entendu là, Sylvain, Olivier Lepic, il parle bien d'une possible arme de destruction massive. C'est pas un peu exagéré, ça, hein? Mais vous savez, on est déjà capable d'éradiquer une espèce. Vous vous souvenez le moustique dont je vous parlais tout à l'heure? Eh bien, des Britanniques envisagent de leur introduire un gène de stérilité et donc, à terme, faire disparaître l'espèce de la surface de la Terre. Et c'est pour ça que James Clapper classifie CRISPR au même niveau que le programme nucléaire nord-coréen. Les conseillers scientifiques de Barack Obama en ont d'ailleurs remis une couche quelques semaines plus tard dans une lettre où il précise les scénarios qu'il redoute. Benoît Colomba nous en lit quelques extraits. Un exemple serait d'utiliser la technologie CRISPR pour créer des virus qui pourraient couper, modifier, éteindre ou activer un gène et de ce fait affecter une fonction cellulaire importante. Il est possible qu'une attaque bien exécutée et planifiée reste invisible pendant des jours ou des semaines. La recherche et le développement de traitements contre un agent infectieux spécifique nécessitent actuellement des années, souvent plus de 10 ans. Étant donné que les progrès des biotechnologies augmentent les risques de mauvais usage, il est important de pouvoir mettre en place des contre-mesures médicales beaucoup plus rapides. Oui, plutôt inquiétant, ces propos tenus par ces conseillers américains. Et en France, on pense la même chose? Oui, le secrétariat général à la Défense nationale a créé, juste après les attentats de Paris et Saint-Denis, un conseil national consultatif pour la biosécurité, constitué d'experts. Et l'un d'entre eux m'a confirmé que CRISPR fait partie de leurs préoccupations. Ah oui, donc là aussi, on croit dans un possible scénario catastrophe. CRISPR pourrait être utilisé par des bioterroristes? Ce n'est pas pour demain, mais à l'allure où vont les choses, il faut forcément prendre en compte ce risque. D'autant qu'il y a de plus en plus de personnes formées à ces techniques. Aujourd'hui, probablement plus de 3000 laboratoires dans le monde utilisent CRISPR. Donc, des milliers d'étudiants, de doctorants, pas forcément tous animés de bonnes intentions. Et c'est pourquoi la DGSI s'y intéresse de près, comme me l'a raconté Olivier Lepic. Les services de renseignement surveillent discrètement les étudiants, les doctorants qui seraient susceptibles de développer des compétences qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une dérive terroriste. Et je pense qu'on va aller vers un renforcement de ce type de surveillance parce que, évidemment, aujourd'hui, avec les techniques d'édition de gènes, là où il fallait des équipes extrêmement complexes de plusieurs dizaines de scientifiques, aujourd'hui, ces outils permettent de faciliter l'accès à un certain nombre de travaux sans des équipes pléthoriques, sans des ressources financières énormes. Et c'est là que se pose le problème de ce type de technologie. Leur détournement peut être envisagé de manière beaucoup plus évidente que ce qui pouvait exister il y a simplement une dizaine d'années. Et pour confirmer ces propos, un directeur de recherche m'a raconté qu'un jour, on lui avait refusé d'employer un doctorant. On ne lui a pas expliqué pourquoi, mais il est clair qu'on fait désormais très attention au profil de ceux qui peuvent avoir accès à ces techniques. Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas que les virus qui peuvent déstabiliser un pays, on étudie aussi d'autres scénarios. Oui, un chercheur avec qui j'en ai parlé m'a donné un exemple. Imaginez que quelqu'un conçoive une pomme de terre toxique. Et on a vu qu'on pouvait déjà modifier des végétaux. Vous introduisez dans le circuit de distribution quelques exemplaires de cette pomme de terre, vous avez quelques victimes, et en quelques semaines, le marché de la pomme de terre s'effondre. Voilà le genre d'hypothèse qui est pris très au sérieux par les services de sécurité. Ouais, rien de très réjouissant. Et on n'a pas encore tout dit, Sylvain, parce qu'il existe encore un dernier risque, et pas des moindres. Eh bien oui, à beaucoup plus long terme, celui de l'avènement d'une société à deux vitesses où, un peu comme dans le film Bienvenue à Gattaca, les riches auraient accès à la science et pourraient faire partie d'une élite génétiquement parfaite, tandis que les pauvres seraient vulnérables aux maladies. Les classes sociales seraient aussi des classes génétiques, en quelque sorte, comme l'envisageait ce film il y a 20 ans. Jérôme, j'ai demandé votre séquençage, j'ai lu votre profil. Je suis désolée. Voilà, ça semble encore être de la science-fiction, c'est vrai, mais la technologie qui pourrait le permettre, elle, est déjà là.